Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission dédiée aux civilisations préhispaniques des Andes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les Incas. Aboutissement de l'évolution culturelle et technique de plusieurs civilisations qui se sont succédées dans les Andes au cours des millénaires, les Incas vont réussir à se forger un vaste et puissant empire, mais qui malheureusement ne tiendra pas longtemps face aux conquistadors espagnols. Première chose à savoir sur la civilisation Inca, eh bien ce n'est pas le nom du peuple, mais du dirigeant, qui est appelé Sapa Inca. Un abus de langage donc, c'est comme si on disait le peuple Tenno pour les Japonais ou le peuple Tsar pour les Russes. Par contre, on pourrait désigner l'empire Inca sous le nom de Tahuantinsuyo. Leur langue est le Quechua. Ah, comme Oui, l'empire Inca s'est formé très tardivement, dans une croissance extrêmement rapide. À cette époque, vers le XIIIe siècle, les empires Huari et Tiwanaku ne sont déjà plus. Les Andes sont divisées en des centaines de petites unités ethniques en conflit permanent. Le souverain légendaire à l'origine des Incas serait Manco Cápac, dont la tradition Inca dit qu'il serait le fils du dieu soleil Inti et envoyé sur Terre pour bâtir un état civilisateur. Pour les chercheurs, l'identité réelle est incertaine, mais l'hypothèse la plus largement admise est qu'il était un chef de clan d'une tribu originaire du bord du lac Titicaca. Ces proto-Incas migreront ensuite vers la vallée de Cusco où ils s'installeront vers 1250. C'est à partir de la fondation de Cusco qu'on considère le début de la civilisation Inca. En comptant le premier souverain mythique Manco Cápac, les Incas n'auront que 13 souverains entre 1198 et 1533, ce qui laisse voir finalement la relativement brève existence de cette civilisation. Ils resteront un temps un peuple local très secondaire au milieu d'un tas d'autres réunis en confédération. Mais leur influence au sein de cette confédération va grandir au fur et à mesure jusqu'à en prendre le contrôle. Néanmoins, le domaine Inca n'est qu'une petite poche, n'allant pas plus loin qu'une quarantaine de kilomètres de Cusco. Leur expansion démarre en 1438 lorsque le 9e Sapa Inca, Pachacutec, défait la tribu Chancas et agrandit son territoire. hein, parachute quoi? Non, écoute mieux. En l'espace de 3 générations de dirigeants Incas, Pachacutec, son fils Tupac et son petit-fils Huayna, l'empire Inca va s'étendre du Chili au sud de la Colombie en moins de 100 ans. Cette forte croissance de l'empire Inca en Amérique du Sud est contemporaine de l'expansion tout aussi rapide de l'empire aztèque en Mésoamérique. Pour réussir cette fulgurante conquête, Pachacutec va faire de nombreuses réformes. Tout d'abord, il crée une armée à partir de membres des populations assujetties, mais sous contrôle des Incas. Ces nouveaux sujets participent donc à ces conquêtes. Il déporte des tribus entières dans des zones reculées pour contrôler les rebelles. Un grand réseau routier est construit pour renforcer l'unité du territoire et il adopte une seule langue officielle, le Quechua. Pour assurer d'avoir une main-d'œuvre d'importance pour les travaux d'envergure, les Incas mettent en place le MITA, un système de travaux collectifs obligatoires pour les hommes entre 15 et 50 ans. Il faut le voir comme une sorte de tribu due au gouvernement Inca ou d'impôt, sous forme de travail par un nombre de jours par an. Cela comprenait la construction de routes, de ponts, la construction de monuments ou de demeures impériales, le travail dans les champs impériaux. Loin d'être un système d'esclavage forcé, c'était davantage perçu comme un travail communautaire pour le bien commun. Même si ce travail est non rémunéré, l'empereur récompensait sous forme de festivités ou par l'octroi de biens pour la région d'origine des travailleurs. Les familles des envoyés au MITA étaient prises en charge par la communauté. Le travail aux champs impériaux bénéficiait à tous et évitait les famines en cas de catastrophe locale. Chaque famille devant être autosuffisante avec ses propres cultures, chaque jour au-delà du temps nécessaire à pourvoir à sa propre subsistance était dédié au MITA.
Des lactas sont construites le long du chemin royal. Il s'agit de places fortes dont l'objectif est de contrôler et d'administrer l'économie des différentes régions conquises. C'étaient des villes bureaucratiques où résidaient les administrateurs incas, les fonctionnaires, entourés de leurs serviteurs et d'artisans. Ha, le Machu Picchu. Le célèbre Machu Picchu serait une de ces lactas, mais une lacta malgré tout bien particulière, car bâtie sur un éperon inexpugnable, étant un domaine personnel du souverain Pachacutec. Le Machu Picchu serait donc le lieu de résidence préféré de la plus haute noblesse de l'aristocratie inca et le refuge des élites en cas d'attaque. Les conquêtes de Tupac Yupanqui, le fils de Pachacutec, sont les plus spectaculaires. D'abord sous le règne de son père, c'est un général efficace qui conquiert le nord, renforce la position inca sur les populations soumises et mène la guerre contre l'empire Chimu qu'il vainc en coupant l'approvisionnement d'eau à la capitale. Puis, il poursuit contre les Chachapoyas, puis les Chumbivilcas, puis dans une seconde campagne, il prend le contrôle de la majorité de l'Équateur actuel. Co-gouvernant pendant quelques années avec son père, Tupac devient l'unique souverain à la mort de Pachacutec en 1471. Durant les 22 ans de son règne, les campagnes militaires vont continuer. Il emmène ses armées contre des peuples d'Amazonie. Les durs combats dans la forêt tropicale seront tout de même remportés par les Incas, mais profitant de l'absence du souverain et de ses armées, des révoltes se montent dans l'altiplano. Finissant par être au fait de ces révoltes, Tupac fonce vers l'altiplano et mate les révoltes concentrées surtout autour du lac Titicaca. Il part ensuite vers le sud jusqu'à des territoires aujourd'hui chiliens et argentins. Le reste de son règne, il le passera à administrer cet État devenu gigantesque, multiethnique et relativement fragile. Les intrigues de cour autour du pouvoir sont nombreuses, que ce soit dans l'aristocratie ou dans la famille même de l'empereur. Si bien qu'il se fera assassiner, et son fils, Huayna Capac, lui succédera. Cette instabilité politique ne sera pas terminée avec l'accession au trône de Huayna, car après son règne, en 1525, l'Empire sombre dans une véritable guerre civile pour la succession. Ses deux fils, l'un légitime, Huascar, et l'autre illégitime, Atahualpa, vont se livrer une vraie guerre, chacun à la tête d'armée. Atahualpa sort vainqueur et devient le 13e sapin inca, mais rien ne laissait présager ce qui allait arriver à l'Empire. Alors qu'Atahualpa se prépare à prendre le retour vers Cusco pour y être couronné officiellement, on vient l'annoncer de l'arrivée imminente de Viracochas par la mer. Signifiant littéralement les hommes barbus, il s'agit de l'expédition des conquistadors Francisco Pizarro. Ne voyant pas la menace venir, Atahualpa interprète cela comme le retour du dieu Viracocha, le dieu barbu. Nous sommes en 1532 et la conquête espagnole menée par Pizarro commence avec seulement 180 soldats, 137 chevaux et 3 caravelles. Il arrive donc par la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Le mythe de l'Eldorado est très vivace à l'époque chez les conquistadors. Divagations et modifications erronées de légendes locales, par exemple le fait de jeter des objets d'or dans le lac de Guatavita chez les Chibchas, l'existence d'une métallurgie de l'or très travaillée chez ces peuples sud-américains, vont dériver dans l'imaginaire des premiers explorateurs espagnols avides de richesses vers le mythe de cités cachées entièrement en or. La course au trésor est lancée. Cette recherche de l'or légendaire est une des motivations principales de Francisco Pizarro. Il croit avoir trouvé l'Eldorado lors d'une première expédition en 1527 à Tumbes, petite cité inca proche des frontières de l'Équateur, mais riche en or. Rentrant au Panama, il obtient l'aval de la couronne pour une nouvelle expédition qui reviendra donc à Tumbes en 1532. Non mais c'est quoi ce nom franchement? Arrivé sur les lieux, c'est la stupeur pour les conquistadors. La cité est en ruine, abandonnée, vidée de toutes ses richesses. Ils ne savaient pas qu'une guerre civile était en cours chez les Incas et que la cité avait été victime de celle-ci. Revenons donc au moment où Atahualpa apprend l'arrivée des Espagnols. Des présents sont envoyés, les Espagnols se rapprochent menaçants, mais Atahualpa fait savoir qu'il acceptera une rencontre le lendemain dans la ville abandonnée. Atahualpa a derrière lui une armée de près de 6000 hommes, soit un rapport de 30 pour 1.
Tout de même impressionnés, les Espagnols acceptent la rencontre, mais déjà les plans se préparent. La majorité du contingent espagnol se cache dans les maisons abandonnées, prêts à agir et tirer sur un mot de passe lancé par Pizarro. Atahualpa, lui, hésite. Doit-il croire en la prophétie de son père, parlant d'envahisseurs destructeurs de la civilisation inca, ou faire confiance à la légendaire promesse du retour du dieu Viracocha, divinité barbue à la peau blanche, créatrice de l'univers? Le 16 novembre 1532, l'armée inca de 6000 hommes vient à la rencontre des Espagnols. Le père Valverde fut envoyé au devant d'Atahualpa, le mettant en garde contre la fausseté de ses croyances, lui demandant d'embrasser la foi chrétienne. Atahualpa, évidemment indigné, jette à terre la Bible qu'on lui a tendue. Et il n'en faut pas plus pour que Pizarro crie le mot de passe, les Espagnols sortent de partout et se mettent à tirer au fusil. C'est un vrai massacre. 2000 Incas sont assassinés et Atahualpa est capturé. Les Espagnols demandent une rançon exorbitante pour le libérer, de près de 6 tonnes d'or et le double d'argent. Les Incas dépouillent leur royaume de tout leur or pour tenter de réunir la somme, et alors qu'Atahualpa finissait par croire en sa libération, il est condamné au bûcher pour hérésie le 29 août 1533. Il fut finalement exécuté, étranglé à un pieu, dans un lieu public. En 1533, le 13e et dernier sapin inca légitime vient de mourir. En novembre de la même année, Pizarro rentre triomphant dans Cusco, nouvellement conquis. Néanmoins, le contrôle de l'Empire inca ne sera pas terminé. La conquête sera spectaculaire, pour pas dire un vrai massacre. L'Empire est encore fragilisé par la guerre civile. Les Espagnols favorisent les retournements de clans contre les Incas, ce qui divise l'Empire et le rend encore plus fragile. Les conquistadors sont mieux armés avec leurs fusils et mieux protégés avec leurs cuirasses en fer et profitent d'une meilleure stratégie militaire. Ajoutez à cela l'apport d'épidémies par les Espagnols comme la variole ou la rougeole qui vont décimer les populations. Dans le Tahuantinsuyu, l'Empire Inca donc, on passe d'un nombre compris entre 12 et 20 millions d'habitants en 1525 avant l'arrivée des premiers Espagnols à 1,5 million en 1590. Vers 1700, les autochtones des Andes frôlent l'extinction, descendant à moins de 600 000 individus. Même après la défaite de 1533, un petit noyau d'Incas résistants subsistera et mènera des révoltes régulières, toujours avec la volonté de restaurer un empire Inca, mais en vain. Le dernier leader, Tupac Amaru, règne jusqu'en 1572 où il finit prisonnier puis décapité sur la place de Cusco. Même plus tard, en 1780, un siège de Cusco fut mené contre le pouvoir espagnol par les Indiens Quechua, mais là aussi, cela finit par la capture et le supplice du chef révolutionnaire. C'est l'heure de notre jeu concours. Youhou! Elle commande un côté. Quelque part dans le Tahuantinsuyu, le quoi? L'Empire Inca. Bon, dans l'émission quoi. Donc quelque part se cache le commandant Cody. Saurez-vous le retrouver? Écrivez votre réponse. Ah non, ils n'avaient pas l'écriture. Enfin, faites comme vous voulez pour signaler que vous avez trouvé. À gagner un kit de moulage de pierre artificielle pour fabriquer votre propre mur what the fuck avec la technique que vous voulez bien sortir de votre derche. Et pas du tout validé scientifiquement. Avec ou sans l'aide des extraterrestres, on s'en fout. Et si vous êtes pas content de cette technique, eh ben j'en ai rien à foutre. Ton langage là. Ouais, ça va, hein. Décoince-toi le cul là. Il est aussi serré que l'interstice entre deux pierres Inca. Elle commande un côté. Voilà pour l'histoire, mais intéressons-nous maintenant un peu plus à la culture des Incas, à commencer par leur religion, à quoi ressemblait leur culte. Dans les Andes, les peuples pratiquent le culte des ancêtres. Les fondateurs de lignages sont souvent révérés, peuvent être semi-légendaires ou avoir accompli des actes surnaturels. Ce respect des ancêtres amène à une conservation des corps des défunts laissés se momifier sous un climat venteux et sec, emballés dans du tissu ou des jarres de terre cuite. Les momies andines sont ainsi très nombreuses, avec des états de conservation très variables. Chez les cultures andines, les croyances animistes sont également très nombreuses. C'est le culte des huacas, tout objet ou concept pouvant être l'objet d'un culte animiste et auquel on attribue des pouvoirs. Cela peut être des lieux naturels comme une montagne, une rivière. Un poulpe, un caillou pointu, une pomme de terre. Exagère pas. Ou des objets fabriqués comme un monument ou un bâtiment. Ou une chaussure. Pas si dérisoire.
Les différents peuples andins pouvaient se dire descendants de tel lieu sacré, ou animal, ou étoile. Pour les Incas, leur origine serait le soleil, Inti. Le sapin inca recevant ses consignes du soleil lui-même avant de les transmettre à ses sujets, le culte du soleil est devenu le culte officiel de l'Empire. Pour autant, les autres divinités animistes étaient toujours également adorées dans l'Empire. Le temple du soleil le plus connu est le Coricancha à Cusco, lieu le plus sacré de l'Empire inca. Les chroniqueurs espagnols rapportent les fabuleuses richesses qu'ils comprenaient, ces décors abondants en or et de pierres précieuses. Les Espagnols le pillèrent et le rasèrent, volant toutes ces richesses, profanant les momies des ancêtres et ne laissant que les fondations solides servant d'assises à la nouvelle église et couvent Santo Domingo. Preuve de la supériorité des connaissances de construction inca en milieu sismique par rapport aux Espagnols, quand en 1650 un tremblement de terre ravage gravement l'église, l'assise restante du temple inca, elle, est intacte. Dans vos mouilles, les conquistanouilles. D'autres divinités importantes, issues de cultures précédant les Incas, ont subsisté et continué à être largement vénérées, comme Viracocha, dieu majeur de la civilisation Tiwanaku, ou encore Pachacamac, dont le culte précède de près de 1000 ans l'arrivée des Incas. Point de vue offrande et sacrifices, ils étaient quotidiens. Le sacrifice animal était pratiqué pour les occasions importantes, le lama étant le plus souvent utilisé. Quant aux sacrifices humains, ils étaient relativement rares, contrairement aux civilisations de Mésoamérique où le rituel était bien plus courant. Les Incas le pratiquaient dans des périodes graves, de troubles, de catastrophes naturelles, ou si le sapin inca était malade. Les sacrifiés étaient issus des familles nobles, à l'opposé de la Mésoamérique où c'était le plus souvent des prisonniers de guerre. Hommes, femmes ou enfants choisis étaient en bonne santé et extrêmement bien traités durant leur trajet jusqu'à leur sacrifice. Drogué et sédaté par la chicha ou la coca, le sacrifié était ensuite enterré vivant ou amené au sommet de montagnes ou de volcans et laissé là où la fatigue et l'hypothermie finissaient par l'emporter. La célèbre momie Juanita est une jeune fille de 13 à 15 ans sacrifiée au sommet du volcan Ampato. Elle reçut le coup de grâce d'un coup de matraque à l'arrière du crâne après les techniques d'endormissement habituelles. Elle fut découverte en 1995 à 6300 mètres d'altitude. Est-ce que les Incas avaient l'écriture? Alors peut-être si vous y réfléchissez et que vous mélangez un petit peu les pinceaux, vous allez penser à ça. Mais ça, c'est l'écriture des Mayas en Mésoamérique. Et contrairement aux grandes civilisations de Mésoamérique, les Incas n'avaient pas l'écriture. Mais il existait quand même une méthode graphique servant à communiquer et servant davantage de moyens mnémotechniques. C'est un système de différentes combinaisons de faisceaux de cordelettes en coton nommés quipu. Et ils les ont fourrés où pour que ça sente comme ça, leur cordelette qui pue là? Le quipu est formé d'une corde d'environ 60 cm et composé de multiples lacets étroitement liés et de couleurs différentes, et sur ces lacets qui pendent étaient disposés des nœuds plus ou moins complexes à des hauteurs et intervalles précis. Ces différentes combinaisons sur les quipus signifiaient alors des nombres associés selon les couleurs à la nature des objets comptabilisés. Les quipus servaient alors à enregistrer les lois, les impôts, les règlements ou encore à raconter les événements héroïques. Le savoir était partagé de génération en génération et l'apprentissage du quipu était une épreuve de toute une vie où l'on s'améliorait constamment. Point de vue nourriture, on a déjà parlé des biens consommés dans les Andes dans l'émission précédente, mais faisons un petit rappel rapide du coup sur l'agriculture des Incas. Ils cultivaient le maïs, qui était également utilisé pour fabriquer une bière peu alcoolisée, l'aca, mais aussi la patate douce, la pomme de terre, le quinoa, la tomate, l'arachide, le piment, les haricots, l'ananas, le cacao et les feuilles de coca. Mais aussi ils pratiquaient l'élevage pour la viande de cobaye, de canard musqué, et bien sûr pour la viande et la laine de lama et d'alpaga. Leur culture en terrasse, que l'on retrouve souvent dans ces terres montagneuses, était parcourue de nombreux canaux d'irrigation et certains sites, comme les terrasses de Moraï, dont j'ai déjà parlé en short, servaient de laboratoire botanique pour tester les cultures de différentes espèces de plantes et où l'agencement de cette terrasse faisait en sorte de recréer des microclimats présents en différents endroits de l'Empire. Enfin, les Incas ne possèdent pas de monnaie, seul le troc est utilisé comme système d'échange. Comment parler des Incas sans aborder le sujet de leur fameux mur à énormes pierres polygonales qui soulèvent encore bien des questions? Tout le monde a déjà vu ces fameux murs de Cusco,
en réalité de la forteresse Sacsayhuaman, ouvrage défensif impressionnant à multiples remparts en redans dont certaines pierres peuvent faire plus de 2 mètres. Ce n'est évidemment pas le seul mur du genre, on peut en trouver au Machu Picchu, à la forteresse Ollantaytambo, ou dans une ruelle de Cusco où se trouve la fameuse pierre à 12 angles, même si on a mieux encore avec 14 angles. Mais on trouve aussi ce type de mur à quelques autres endroits. L'intégralité des constructions incas n'était évidemment pas construite de cette manière. Les ruines de Pisac présentent des pierres plus régulières et non polygonales. Les petites maisons incas ou petits bâtiments sont bâtis de manière bien plus simple, en pierre de taille liée par une sorte de mortier. En réalité, seuls les édifices les plus prestigieux, les temples, forteresses, étaient construits de cette manière. Avant d'aborder la méthode, parlons du pourquoi. Eh bien, ces murs colossaux polygonaux ont l'avantage d'être antisismiques. Les Andes étant une région très active, les séismes sont réguliers et peuvent être violents. Mais les bâtiments construits ainsi y résistent. La preuve, les murs sont encore intacts des siècles après. Ce qui peut être endommagé l'est parfois en partie causé par un démantèlement pratiqué par les Espagnols. Oui, ces pierres sont d'une extrême précision, les joints ultra fins, et cela pose des questions. Des tas de théories pseudo-historiques évidemment circulent, posées par des extraterrestres, avec l'aide d'une technologie supérieure, mais ça on va évidemment complètement ignorer. Une des théories les plus séduisantes qui circulent est celle de la pierre artificielle moulée, c'est-à-dire fabriquer un géopolymère. Malgré le nom qui paraît ultra technique et technologique, un géopolymère n'est rien d'autre qu'un assemblage de diverses poudres de minéraux liées à l'eau et quelques divers ingrédients. Soit une méthode de fabrication d'un niveau technique proche de ce qu'on fait pour couler du béton. Rien de sorcier. Certains affirment donc que ces pierres trop parfaites auraient été coulées sur place dans des moules, d'où les petits tétons qui dépassent parfois, résidus de débordements de moulage. Cette théorie alternative, si elle est une de mes préférées pour son originalité, n'est pas non plus sans poser quelques problèmes. La complexité de fabriquer de tels moules avec autant d'angles et autant de précision, la composition des pierres, qui est une composition géologique de celle des pierres alentours, et la présence de carrières. Encore une fois, désolé les rêveurs et ceux qui aiment se poser des questions pour le plaisir de se poser des questions et de tout remettre en cause, mais ces pierres sont bel et bien taillées. Déjà, les Incas ne sont pas les inventeurs de ces techniques, mais ont amélioré des techniques de construction de civilisations les ayant précédées, comme Tiwanaku. La taille et le polissage de pierre, pour du travail extrêmement précis, étaient déjà pratiqués par les Tiwanaku. Les Incas originaires de la même région en ont repris ensuite les techniques. De plus, autour des sites en question, on a retrouvé les carrières dont sont originaires les pierres, le plus souvent sur une position en hauteur par rapport au site, pour assurer un transport des pierres majoritairement en descente, mais en cas de montée, des pans inclinés étaient aménagés. Certaines pierres peuvent présenter aussi des traces de pinces d'arrêt afin de lier les pierres entre elles. Quant aux tétons qui dépassent de certaines pierres, cela sert plutôt de poignée pour y fixer des systèmes de transport. À la carrière d'Ollantaytambo, des blocs taillés prêts à être enlevés sont demeurés sur place, la forteresse n'ayant pas été achevée. Les outils utilisés par les Incas étaient en cuivre durci ou en pierre très dure. Le grand nombre d'ouvriers disponibles de par le travail public obligatoire permettait de compenser la simplicité technologique par le nombre. Malgré tout, je comprends l'engouement pour la théorie géopolymère, et effectivement on peut trouver diverses sources et études sur le sujet, ce qui peut me mettre moi-même dans le doute. Qui a raison, alors qu'on a des preuves visibles de carrière? Est-ce que toutes ces études sur les géopolymères sont bidons ou falsifiées, ou résultats mal interprétés, ou falsifiés exprès juste pour faire passer une certaine idée? Pour le moment, l'idée d'un travail classique de la pierre par taille puis polissage paraît bien plus raisonnable en vue des restes que l'on a trouvés, des carrières et des outils, même si le travail final, oui, est vraiment exceptionnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur les Incas, et si vous voulez en savoir plus sur les civilisations d'Amérique, je vous conseille de voir la vidéo précédente qui parle des cultures et des civilisations ayant précédé les Incas, mais aussi les 3 vidéos sur les civilisations de Mésoamérique. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.